Bienvenue aux travaux du comité. Maintenant, la rencontre est publique, le système fonctionne bien. Nous allons donc continuer notre réunion avec les fonctionnaires et je comprends que M. McGuire, vous êtes la seule personne avec des remarques. Vous avez donc 5 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Thank you, Mr. Chair and committee members. Merci, Monsieur le Président et membres du comité, de nous avoir invités aujourd'hui. Je suis ici avec mes collègues de plusieurs ministères pour répondre aux questions techniques sur le C12, la loi visant à renforcer le système d'immigration et les frontières du Canada afin d'appuyer l'étude du projet de loi de votre comité. Avant de passer aux questions, j'aimerais faire quelques brèves remarques sur l'objectif et les thèmes du projet de loi. La loi visant à renforcer le système d'immigration et la frontière du Canada repose sur le plan frontalier du Canada et propose une série de mesures pour protéger la souveraineté canadienne et assurer la sécurité de la population canadienne. Si elles sont adoptées, ces mesures renforceront la sécurité aux frontières grâce à des nouvelles mesures visant à lutter contre l'immigration illégale, le commerce illégal de fentanyl, le crime organisé transnational, le recyclage des produits de la criminalité et le financement du terrorisme et le renforcement de la surveillance aux frontières permettront également de moderniser les lois pour lutter contre les menaces à la sécurité nationale, économique, puis répondre aux défis en constante évolution avec de nouveaux outils, avec le renforcement des pouvoirs organisationnels pour assurer une plus grande surveillance aux frontières. Deux thèmes clés. D'abord, des mesures visant à sécuriser la frontière qui permettront aux agents des services frontaliers d'avoir un meilleur accès pour inspecter les marchandises destinées à l'exportation, d'élargir les services de la garde côtière canadienne en matière de sécurité, d'améliorer le partage de renseignements sur le voyage des délinquants sexuels, de protéger l'intégrité du système canadien de visa et d'immigration, d'améliorer l'échange de renseignements en matière d'immigration et de créer des nouveaux motifs d'irrecevabilité pour les demandes d'asile. The bill also contains measures to combat. Il y a également des mesures pour lutter contre la criminalité transnationale organisée, le fentanyl et le financement illicite qui clarifieront les exemptions accordées aux forces de l'ordre dans le cadre d'enquêtes et de modifier la voie d'inscription rapide pour les précurseurs chimiques qui servent à produire des drogues illicites qui pourront être contrôlés par le ministère. Et ces mesures permettront également de lutter contre le recyclage des produits de la criminalité, le financement du terrorisme en prévoyant des sanctions plus sévères. Dans l'ensemble, ce projet de loi viendra compléter les mesures existantes dans le cadre du plan frontalier canadien afin de renforcer la sécurité aux frontières, consolider l'intégrité de notre système d'immigration et lutter contre la criminalité transfrontalière tout en préservant protégeant la vie privée, les droits garantis par la Charte canadienne. Alors, ce qui nous permet de passer rapidement au député Caputo pour 6 minutes. Thank you, Mr. Chair. Thank you all for... Merci, Monsieur le Président, et aux témoins d'être venus ici. Il est rare d'avoir autant d'experts à une même table et nous en sommes très reconnaissants. Le ministre de la Sécurité publique s'est fait poser des questions sur le nombre de personnes qui luttent contre la criminalité par l'entremise de mandats. L'an dernier, on a vu que 32 000 personnes circulent librement. On ne sait pas où sont ces personnes. Le gouvernement canadien ne sait pas où se trouvent ces individus. Et des personnes qui sont interdites de territoire et qui doivent être déportées du Canada. Et j'aimerais avoir plus d'informations. Combien d'agents au Canada ont comme mandat quotidien de poursuivre et de retrouver ces individus? Je vais m'en remettre à mes collègues de la SFC. Je vais devoir vous répondre par écrit plus tard en ce qui concerne les statistiques, mais il y a environ 1000 agents qui travaillent à l'application de la loi et je vais vous envoyer les statistiques exactes concernant le nombre exact d'agents qui mènent ces enquêtes. Merci. Et à titre de précision, j'aimerais avoir des données sur le nombre de personnes au quotidien
qui sont armés ou non armés, qui partent à la recherche de ces 32 000 personnes. Et bon, vous comprenez où je veux en venir. Question suivante. On reconnaît que le système ferroviaire est vulnérable aux frontières, comme nous le savons tous. Les trains ne font pas l'objet de fouilles à l'entrée du Canada, mais uniquement au point d'entrée Montréal, Winnipeg ou Ashcroft, dans ma circonscription, dans la région de Kamloops. Et j'aimerais que vous puissiez nous indiquer combien d'armes à feu sont saisies ou ont été saisies. Et aucun train ne fait l'objet de fouilles, n'est-ce pas, aux frontières en tant que telles, ce qui veut dire qu'à partir du moment où on traverse la frontière et qu'on arrive au terminal terrestre, le train ne fait pas l'objet d'un contrôle. Juste. À titre de précision, permettez-moi d'ajouter ceci. En ce qui concerne les fouilles de train, le contrôle des trains, les marchandises doivent faire l'objet d'une évaluation des risques. On sait d'avance ce qui se trouve sur les trains. Et grâce à ces renseignements, nos services du renseignement peuvent ensuite procéder au contrôle des wagons et déterminer les wagons qui sont à risque. Avant qu'un wagon passe au Canada, il y a une évaluation de la sécurité des marchandises transportées et il y a cet examen préalable. Mais ensuite, oui, ces marchandises traversent la frontière, circulent librement sur le territoire avant d'arriver au point d'entrée où il y a un autre contrôle. Le problème pour moi, M. Hamilton, est le suivant. Les trafiquants connaissent les évaluations du risque de la SFC. Ceux qui travaillent dans ce domaine et les acteurs malveillants savent exactement ce qu'on cherche, comment, et adaptent leurs activités en conséquence. J'aimerais savoir combien de fouilles ou de contrôles aléatoires sont menés ou ont été menés dans la dernière année. Pour terminer, il me reste environ 40 secondes. J'aimerais confirmer que pour la garde côtière, traditionnellement, elle ne relevait pas de la Défense nationale, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, la garde côtière relèvera de la Défense nationale et les dépenses au niveau du ministère de la Défense iront partiellement à la garde côtière. Oui, la garde côtière ne travaille pas avec des ennemis. Et s'il y avait une invasion, par exemple, elle se retirerait. Ce n'est pas du personnel de défense, n'est-ce pas? Oui, c'est juste. Il s'agit d'une organisation civile qui relève du ministre de la Défense nationale par l'entremise du sous-ministre. On ne fait pas partie des forces armées ou aux activités de la défense. Toutes mes excuses, mais je dois déposer une motion que j'ai envoyée au greffier et qui indique ce qui suit. Vu le débat sur la motion concernant C8, le secrétaire parlementaire s'est engagé publiquement à convoquer le ministre à 2 reprises et le ministre de la Sécurité soit convoqué pour 2 études sur le projet de loi C8 et ceci pour 2 réunions distinctes d'1 heure chacune. Voilà pour la motion qui vous a été envoyée en anglais et en français. Le conservateur demande tout simplement qu'on respecte ses engagements, ce que M. Ramsey a dit publiquement, qu'on ait 2 réunions distinctes d'1 heure chacune. Oui, c'est une motion concernant les travaux du comité dont on pourrait débattre lors de réunions qui portent sur les travaux du comité si nous étudions le projet de loi C12. En ce moment, cette motion n'a pas été déposée au bon moment. Et j'aurai des choses additionnelles à dire sur les travaux du comité un peu plus tard à la fin de cette heure, ce qui m'amène à me retourner vers vous. Monsieur Caputo, votre temps, vous avez encore 30 secondes. Well, it is directly related.
En fait, c'est très pertinent. On parle du projet de loi C12 aujourd'hui. C'est un projet de loi qui porte sur le C12. En fait, le C8 et le C12. Alors oui, c'est pertinent. C'est pertinent parce qu'on était censé avoir 1 heure pour chaque réunion. Et c'est quelque chose qu'on avait tous convenu. Si c'est la décision du président, je conteste la décision du président. Donc, c'est une réunion sur le C12. Madame Dandurand, allez-y. Président, en fait, on a des témoins avec nous pour parler de C12. On est dans une rencontre qui est publique. Donc, j'aimerais qu'on puisse profiter du temps qu'on a avec les témoins pour discuter de C12 et qu'on ajourne le débat sur une motion qui concerne un autre projet de loi. Pour qu'on puisse vraiment bien profiter du temps qu'on a avec les témoins qui se sont déplacés pour nous parler. Donc, le député Caputo a le droit de remettre ma décision en cause, ce qui m'amène à ouvrir le vote. Est-ce qu'il y a des députés qui sont en faveur de la remise en cause de ma décision par le député Caputo? Des députés qui sont contre cette remise en question? Très bien. Ce qui nous amène à retourner au débat, et cette fois-ci avec 6 minutes pour le député Essassi. Thank you, Monsieur. Merci, Monsieur le Président. Je remercie tous les représentants d'être venus pour cette séance technique. Si vous me permettez, j'aimerais poser une question. Ma première question porte sur le blanchiment d'argent et aussi comment cela va nous permettre de vraiment mettre un terme au blanchiment d'argent. Je vois que c'est un projet de loi qui modifie la loi sur les produits de la criminalité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce projet de loi est important? Merci beaucoup. Je peux vous fournir de l'information et ensuite, je pourrais vous fournir plus d'informations après. Nos collègues du ministère des Finances ne peuvent pas être des nôtres aujourd'hui à cause du budget. Donc, ils avaient déjà d'autres engagements. Mais je peux vous dire que le plan frontalier et le projet de loi C12 comportent des dispositions particulières pour cibler le blanchiment d'argent. Comme on sait, cela fait partie intégrante d'une mesure importante pour s'en prendre aux crimes frontaliers. Alors, on a changé le régime des sanctions administratives pécuniaires qui peuvent être administrées. On les augmente pour que ce soit 40 fois plus que ce qu'on voit en ce moment. Donc, pour les entreprises qui font du blanchiment d'argent, eh bien, maintenant, il y aurait des pénalités très graves si elles vont de l'avant avec ce type d'activité et qu'elles contreviennent à la loi. Donc, ça, c'est peut-être la disposition la plus importante. J'aimerais la souligner. C'est ce qu'on voit dans le C12. Et si vous voulez d'autres informations, eh bien, on pourra demander à notre ministère des Finances de vous fournir les renseignements ultérieurement. Merci beaucoup. Si j'ai bien compris, en vertu du C12, la SFC va avoir plus d'occasions d'inspection pour inspecter les exportations. Alors, dites-moi, qu'en est-il de cette mesure? Comment est-ce que ça va permettre de mettre un terme au vol de véhicules? Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de sa question. Cette mesure a pour objectif d'atteindre un équilibre en ce qui a trait aux biens exportés et exportés par les autorités portuaires qui sont responsables des ports d'entrée commerciaux. Donc, par exemple, on a eu une bonne coopération avec le port de Montréal au cours de cette crise. Ils nous ont donné des installations, l'accès aux marchandises pour qu'on puisse véritablement mener à bien un examen, une inspection de l'exportation. On a pu aussi recouvrir des véhicules qui avaient été volés dans le sud de l'Ontario, mais c'était une entente informelle qui n'était pas appuyée par la loi. Donc, ces améliorations vont nous donner une assise robuste. Ça va aider aussi les propriétaires de ports qui ont des responsabilités envers leur conseil d'administration et aussi, ça va aider la SFC. On sera doté des pouvoirs nécessaires pour faire des fouilles en matière de sécurité
Et c'est bien ciblé dans la loi, comme ça on a la capacité de faire de telles fouilles, non seulement dans les ports privés en vertu de la partie 6 de la loi sur les douanes, mais aussi dans les endroits où on doit assembler les biens, dans les entrepôts par exemple, ou dans les gares dans certaines gares où on a été capable de pouvoir retrouver les véhicules avant qu'ils soient amenés au port de Montréal. Donc, de faire de telles fouilles en amont et d'être présent dans cette chaîne d'approvisionnement d'exportation, cela fait en sorte que ce n'est plus le système de transport qui doit s'en occuper au port d'entrée qui est déjà très congestionné. Et donc, voici pourquoi je vous pose cette question. Eh bien, je suis alarmée par ces chiffres. Mes commettants sont alarmés par ces chiffres. Est-ce que cela aura une incidence sur le vol de véhicules au Canada? Est-ce que ça va en réduire le nombre? Réponse. On a vu une réduction considérable en ce qui a trait au vol de véhicules et la SFC a vu une certaine croissance en ce qui a trait aux véhicules qu'on a retrouvés. De manière pratique, eh bien, en fait, les autorités que l'on cherche dans ce projet de loi, eh bien, on les utilise déjà de manière informelle. Alors, ça n'amènera pas tellement de changements, mais il y aura au moins une assise juridique solide pour pouvoir continuer avec cette pratique informelle. Question. Je ne sais pas à qui m'adresser, mais j'aimerais parler du système d'asile au Canada. Est-ce que c'est M. Hamilton? M. Hamilton, dites-moi. Bon, il y a des balises, des mises en garde. On voit que c'est plus difficile de pouvoir faire une demande d'asile, notamment si vous êtes là pendant une longue période ou si ça fait longtemps que vous êtes au Canada. À quel point est-ce que ces changements auront un impact sur le système? Réponse. Merci de votre question, Monsieur le Président. Il est très difficile de l'expliquer car les demandes d'asile peuvent fluctuer d'une année à une autre. C'est difficile de déterminer ce qu'il en est des demandes à venir, mais on s'attend à ce que ça soit de l'ordre de milliers de demandes. J'aimerais clarifier ceci. Ça n'empêche pas une demande d'asile, mais quand une demande est reçue, elle peut être déterminée comme étant inadmissible et peut pas être envoyée à la CISR. Il y aura une évaluation de risque qui tiendra quand même compte de ces facteurs. Le temps et les questions et les réponses, ce qui nous a passé la parole à Mme de Bellefeuille pour 6 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Hamilton, on va poursuivre la discussion. Ce qui nous inquiète dans ces 12, j'ai eu la chance de poser à la ministre de l'Immigration la semaine dernière, lors de sa comparution, c'est comment on va faire pour éviter que les réfugiés qui ont vraiment besoin de protection ne soient pas renvoyés. Et la réponse que j'ai tant de la ministre que des fonctionnaires, c'est de dire, ben il y a toujours une évaluation des risques avant renvoi. Mais ce qu'on a comme chiffre, ce que les groupes et les organismes de protection des réfugiés nous disent, c'est qu'actuellement, au moment où on se parle, seulement 6 % des demandes d'évaluation de risque sont un succès. Et avec le resserrement proposé avec ces 12, mon inquiétude réside dans le fait qu'il y ait des personnes qui ont besoin de protection et qu'elles soient renvoyées dans leur pays. Comment parce que toute la réponse de la ministre résidait dans la capacité de faire une évaluation de risque avant renvoi. Et ça ne semble pas être une bonne réponse pour tous les groupes de réfugiés qui nous contactent actuellement. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique-là, que c'est peut-être pas la meilleure des réponses pour assurer la protection des réfugiés qui en ont besoin? Merci pour la question. The pre-removal risk assessment process is... Ce processus d'évaluation est rigoureux. Il tient compte de plusieurs facteurs pour veiller à ce que le Canada ne renvoie pas des personnes dans un pays où ils pourraient être persécutés, menacés ou faire face à une punition cruelle et inusitée. Pour ce qui est de votre question, pourquoi est-ce que les taux sont plus faibles pour le processus actuel? Eh bien, il faut comprendre que ce processus a lieu d'habitude après qu'une personne ait fait une demande d'asile auprès de la CISR. Donc, le processus pour les personnes qui ne sont pas admissibles et qui sont renvoyées et à un autre processus, eh bien, ils vont pouvoir présenter
leurs revendications, leur peur de représailles ou de persécution, et on tiendra compte des mêmes facteurs. Le processus est robuste et on va veiller à ce qu'il n'y aurait pas de tel renvoi. Merci. La garde côtière, ma question, dans le fond, quand on dit C-12 permet une intégration de la garde côtière sous les budgets militaires, ce que j'ai cru comprendre, c'est comme vous le percevez comme une fusion administrative plutôt qu'une fonction militaire. Votre budget va être sous le ministère de la Défense, mais aucun garde-côtier va avoir une mission ou un mandat militaire. Est-ce que ce que j'ai compris, M. Tatamanti? Merci, Monsieur le Président, pour la question. There are two parts to this question. Il y a deux parties à votre question. Tout d'abord, il y a un certain virage. Maintenant, la garde côtière a été refilée à la Défense nationale. Et ça a été émis par décret au mois de septembre. Ce processus a commencé. On a commencé cette translation. Pour ce qui est de la mission, on en a parlé pour le projet de loi C-12. Ce projet de loi va faire en sorte que la garde côtière pourra avoir un mandat de sécurité accru. La garde côtière pourra donc partager des renseignements avec nos partenaires dans le domaine de la sécurité. En ce moment, on partage des renseignements sur pensez à la recherche et sauvetage. Il faut dire où se trouve le navire en détresse, par exemple. Dans ce cas-ci, avec le C-12, on pourra partager des renseignements que nous recueillons avec les partenaires dans le domaine de sécurité. Pour clarifier, donc, vous avez les nouveaux pouvoirs pour partager de l'information. J'imagine que vous allez partager des renseignements avec d'autres agences qui vont vous permettre, si vous êtes situé à quelque part dans un océan avec peut-être des gens qui feraient peut-être des actes illégaux, d'être capable de communiquer rapidement, mais vous ne pourriez pas, par exemple, intercepter. Vous avez juste la fonction de transmettre le renseignement. Vous n'avez pas la fonction d'intercepter. Les agents, les côtiers ne seront pas armés, par exemple. Est-ce que vous n'avez pas peur, d'une certaine manière, de mettre vos gardes côtiers dans des situations conflictuelles où ils pourraient être peut-être attaqués s'ils savent que maintenant ils peuvent transmettre du renseignement? Est-ce que vos membres sont inquiets de ce changement de mission pour les gardes côtiers? Monsieur le Président, encore une autre très bonne question. Je vous dirais ceci. À l'heure actuelle, on est en train de remplir ce rôle-là avec la loi sur les océans. On est en train de mettre l'accent sur la préservation sur la mer. Nous, on amène la GRC sur les navires pour l'application de la loi. Donc, c'est ce qu'on fait déjà. On a déjà des équipes qui sont prêtes à être déployées et fondamentalement, s'il y a une application de loi qui doit être faite, ils vont le faire. Ils vont utiliser leur plateforme pour lancer des opérations de sécurité dans des petits bateaux. Donc, grosso modo, ce sont des choses qu'on fait depuis des années. On est très à l'aise avec ce système. Ce que le projet de loi C-12 va faire, c'est que, en fait, ça va nous donner un mandat élargi pour ce qui est des patrouilles de sécurité et le partage de renseignements. Et aussi, cela va nous permettre d'avoir plus de connaissances et de partager des connaissances. Un petit peu de... C'est 3 secondes. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci beaucoup, Madame de Bellefeuille, à vous. Ce qui nous permet de passer la parole au député Hall pour 5 minutes. Thank you. Merci. Tout d'abord, je veux vous remercier. Je vous remercie tous d'être venus pour partager vos renseignements et votre domaine de spécialisation. Je remercie les intervenants de première ligne qui sont là pour veiller à la sécurité de nos frontières. Dans une autre réunion, j'avais demandé des renseignements au sujet des interceptions provinciales du fentanyl à la frontière et j'ai reçu ces informations, alors je vous en remercie. Ce que je trouve ahurissant, c'est de voir qu'en Colombie-Britannique, il y a plus de 90% de tout le fentanyl saisi au Canada. Dans une autre réunion, j'ai demandé une autre question.
j'ai demandé ce qu'il en était du nombre de poursuites qui avaient eu lieu au cours de la dernière année. On ne m'a toujours pas fourni des réponses. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner des statistiques? Combien de saisies ont mené à des poursuites? Avez-vous ces chiffres? Je n'ai pas ce chiffre. Malheureusement, la ICC ne l'aura peut-être pas. On va vous revenir avec des réponses ultérieurement. Une question de suivi. J'aimerais vous poser cette question. Êtes-vous d'accord pour dire que les saisies, les interceptions de drogue illicite à la frontière, ce n'est pas suffisant pour avoir un effet dissuasif sur le problème. Ce n'est pas suffisant pour répondre à la crise du fentanyl qui arrive au Canada et qui inonde nos communautés. Êtes-vous d'accord pour dire que d'intercepter ces drogues illégales, ce n'est pas suffisant? Réponse. Faire face à la crise du fentanyl, c'est une priorité pour notre gouvernement et c'est une priorité pour d'autres gouvernements dans le monde. Il y a plusieurs façons d'y parvenir, notamment les interceptions à la frontière, mais il y a aussi le fait d'essayer de répondre à d'autres aspects de ce commerce illégal, notamment avec le blanchiment d'argent et les amendements qui se trouvent dans le projet de loi C-12 pour veiller à ce que les précurseurs chimiques soient rapidement trouvés. Alors, on essaie de pouvoir aller de l'avant. Ce n'est pas seulement une question d'interception, ça fait partie de la solution, mais il y a d'autres parties mouvantes. Mais êtes-vous d'accord pour dire que s'il n'y a pas de conséquences pour les trafiquants, à ce moment-là, ce n'est pas suffisant? S'il n'y a pas de conséquences pour les trafiquants de drogue, et à quel point est-ce que cette législation est utile? Réponse. La poursuite, ça fait partie de la solution. On pourrait vous revenir avec des chiffres à cet effet. Et j'aimerais faire un suivi. Êtes-vous d'accord que ce projet de loi ne répond pas à l'assassinat délibéré de Canadiens de la part des trafiquants de fentanyl? Réponse. On a plusieurs dispositions pour protéger à la frontière et pour répondre à la crise du fentanyl, notamment les dispositions dont on vous a parlé tout à l'heure pour ce qui est des précurseurs chimiques. À ce projet de loi se rajoute le plan frontalier qui fournit plus d'investissements et de ressources à la SFC, à la GRC et à d'autres agences pour pouvoir rajouter du personnel, des outils, pour pouvoir répondre à cette crise. Le gouvernement a annoncé 1000 agents de la GRC supplémentaires, 1000 autres agents de la SFC pour répondre à cet enjeu. Question. N'êtes-vous pas d'accord que c'est un échec? C'est un échec de ne pas avoir des mesures dissuasives plus fortes. Réponse. Ce projet de loi fait de son mieux pour répondre à des questions qui demandent de fermer des échappatoires législatifs et il y a le plan frontalier. Vous n'avez pas répondu à ma question, dit M. O. Pardon? Vous n'avez pas répondu à ma question. Êtes-vous d'accord que c'est un échec? Ce projet de loi ne répond pas à la question de dissuasion. Réponse. Je pense qu'on répond à des questions importantes. On répond à des lacunes législatives et ça va sécuriser nos frontières et nous aider à lutter contre le fentanyl. Question. Pouvez-vous vous engager qu'à l'avenir, il y aura des rapports trimestriels, des saisies, des poursuites et des résultats des prononcés de la peine? Réponse. Je peux vous revenir là-dessus. Je vais poser la question aux ministères qui sont responsables de recueillir ces données. Qu'en est-il de la coordination? Excusez-moi, M. Howe, dit le président. Ce sont de très bonnes questions, mais malheureusement, votre temps est écoulé. Et nous passons. M. Ramsey, vous avez 5 minutes. Alors, mes questions pour M. Hamilton, Mme Lang. Certaines critiques qui ont été adressées là, par rapport aux sections sur l'immigration, je voudrais vous donner la chance de répondre puisque ce comité n'entendra pas de témoins. Alors, tout d'abord, je vous ai bien entendu, M. Hamilton, dire que la procédure d'examen des risques avant renvoi est une procédure robuste et je vous crois
sur parole, là. Toutefois, ce qui est indéniable, c'est que l'équité procédurale n'est pas la même qu'elle serait à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Alors, il y a une préoccupation que ceci pourrait amener une contestation plus importante à la Cour fédérale. Le souci de la loi, ce serait de ne pas embourber la Cour fédérale. Quelle est votre évaluation de ça? Merci pour la question, Monsieur le Président. As I understand the question, si j'ai bien compris, on parle de la différence entre ce qui est mis en place par le programme ou l'examen des risques avant renvoi et ce qui est évalué par la CSA. Les décisions de la CSA reposent sur des facteurs de risque. La peur d'être persécuté ou le risque de refoulement, l'impact qu'on pourrait avoir ou une personne, en fait, ce que risque une personne si elle est retournée à son pays d'origine. En ce qui concerne la Cour fédérale, l'examen des risques avant renvoi existe depuis plusieurs années. Il est assez rigoureux et il a permis de surmonter ce type de défi. L'examen est considéré comme étant suffisant dans le cas précis. Relativement à la question du délai d'une année, on a fait état de beaucoup de cas d'espèces mineures, personnes dont la situation dans le pays d'origine pourrait changer, certaines situations spéciales. Est-ce qu'il y a un mécanisme prévu qui donnerait une certaine discrétion, leeway, pour s'ajuster devant ces cas-là? Et si oui, lequel est-il? Merci pour la question. Encore, the process is robust. L'examen des risques avant renvoi est un processus rigoureux qui évalue plusieurs facteurs pour ne pas renvoyer des individus qui risquent de la persécution, la torture ou d'autres dangers s'ils sont renvoyés à leur pays d'origine. Ces évaluations sont faites avant leur renvoi et on peut faire une demande d'examen, le RAR en français, et le processus, selon moi, est suffisamment rigoureux. L'examen avant renvoi, c'est ce à quoi vous faites allusion? Oui, je m'excuse, oui. Sorry, Mr. Chair. Yes, the pre-removal. Oui, Monsieur le Président, il s'agit de l'examen des risques avant renvoi, ER. 7 ans, et puis il décide de faire sa demande, il arrive ici à 16 ans, décide de faire sa demande à 18 ans. Est-ce que l'examen des risques avant renvoi s'applique dans ce cas-là? Non, je ne crois pas. Merci pour la question encore. So there will be Les mesures de C12 prévoient certaines exceptions dans certains cas pour les mineurs non accompagnés. Il s'agit d'une exception considérée qu'ils feront l'objet de règlements distincts. La question porterait sur la partie 5, donc la loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, l'article 5.5, alinéa 2. En cas de communication à une entité étrangère, actuellement, c'est le ministre qui est l'arbitre, qui donne le consentement. Est-ce que vous avez considéré mécanisme, une garantie supplémentaire? Est-ce que c'est nécessaire? Merci pour la question. Yes, so absolutely. Oui, absolument. Dans le cas d'un accord de communication de renseignement avec les provinces et territoires notamment, il faut, pour se conformer à d'autres lois, faire en sorte que si on doit transmettre à un autre gouvernement ces renseignements, à l'étranger par exemple, ou à une autre organisation, il faut s'adresser au ministère de l'Immigration pour s'assurer de ne pas contrevenir aux lois établies. Aucune communication de renseignement
ne serait permise à moins d'être autorisée par l'IRSCC. Change, Madame de Bellefeuille, pour 2 minutes et demie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Tetamanti, juste pour terminer avec vous rapidement. Donc, ce que je comprends, c'est vos pouvoirs vont changer, mais vous n'avez pas hérité, comme l'Agence des services frontaliers, de budget supplémentaire pour vous acheter des bateaux, pour engager des gardes côtiers, pour augmenter votre capacité en tant que navire. Donc, tout ce qui change dans ces 12, c'est la possibilité légale d'échanger des renseignements, ce que vous n'aviez pas. Oui ou non? Est-ce que je comprends bien? Merci, Monsieur le Président, pour la question. Essentiellement, lorsque le projet de loi sera adopté, on suivra le processus parlementaire pour demander de financement, mais avec ces pouvoirs, nous pourrons faire beaucoup plus qu'on ne le peut à l'heure actuelle. L'objectif est de demander financement accru pour notre mandat élargi de sécurité. Vous devez faire vos demandes budgétaires, mais vous n'avez pas eu de budget supplémentaire pour votre nouvelle responsabilité. Monsieur Hamilton, ma question, c'est toute la question des exigences pour le privé de se doter d'installations d'espace pour que les agents frontaliers puissent aller faire des inspections. On parle beaucoup de garde de triage parce qu'on sait que c'est pas facile d'inspecter des trains. Actuellement, vous avez des capacités assez limitées. On dirait que dans ces 12, c'est comme si l'agence avait beaucoup d'ambition, mais peu de moyens, parce que même avec l'ajout de ressources supplémentaires, vous manquez d'agents. Alors, quand vous prenez des agents pour aller inspecter un train, bien, il y en a qui ne sont pas en train d'inspecter d'autres choses parce que vous travaillez avec vos urgences, vous avez des ressources limitées. Pensez-vous sérieusement qu'avec l'ajout des ressources que vous avez eues, vous allez être capable d'inspecter dans les gares de triage, d'exiger des installations et que les agents frontaliers puissent faire leur travail en toute sécurité? Merci pour la question, Monsieur le Président. Comme nous en avons discuté plus tôt, l'Agence suit une approche fondée sur les risques pour l'affectation de ressources, notamment les agents de services frontaliers pour mener ce type d'évaluation. Et avec l'ajout de 1000 agents, M. Maguire a parlé plus tôt, nous serons mieux positionnés pour attribuer plus de ressources qui pourront entreprendre les évaluations, les examens ou les enquêtes que vous avez soulignées, notamment pour le réseau ferroviaire, mais également les ports et match pour le déploiement. Désolé, Madame de Bellefeuille, je suis vraiment désolé de vous interrompre, mais 2 minutes est évidemment très et trop court, ce qui m'amène à passer au député Gill pour 5 minutes. Merci aux témoins d'être venus ici aujourd'hui pour répondre à nos questions. J'aimerais remercier M. Hamilton. Plus tôt, vous avez dit que vous n'avez pas les statistiques à ce sujet ou concernant la proportion d'actes criminels impliquant une arme à feu importée illégalement des États-Unis, mais vous vous êtes engagé à nous transmettre cette information. Oui, dans la nous avons ces statistiques, nous pourrons vous les envoyer. Si on a ces statistiques, l'Agence pourra vous les envoyer. Merci d'avoir confirmé. J'aimerais revenir à ma question précédente. Un article a été publié hier concernant une présentation ministérielle à l'IRCC. La CISR et des partenaires américains non identifiés demandaient des pouvoirs de masse pour annuler à grande échelle des demandes de visa nommés 2 pays. Est-ce que votre ministère a fait cette présentation au bureau du ministre? Merci pour la question. Nous avons cherché d'où vient cette présentation. Nous offrons plusieurs séances d'information. Mais pour les annulations de masse, nous n'avons pas proposé de pouvoir ou de mesures législatives concernant un groupe ou une situation particulière. Ce projet de loi a pour but de se donner assez de flexibilité pour assurer la santé publique, la sécurité nationale et d'autres questions d'intérêt national. Mais nous
recherchons d'où vient cette présentation, qui a fait cette présentation, mais je peux vous dire que nous n'avons pas proposé au ministre ce type de mesures visant des individus particuliers. Est-ce que votre ministère utilise les pouvoirs d'annulation de masse dans le cadre de C12 pour des demandes provenant de certains pays, ou est-ce que la CBC qui a publié ce reportage fait erreur? À l'heure actuelle, nous n'avons aucun projet en tête. Le projet de loi n'a pas été élaboré avec des circonstances, groupes ou nationalités désignées. Le projet de loi a pour but de répondre à certaines circonstances exceptionnelles et aujourd'hui, il n'y a aucune recommandation ministérielle ou projet d'utiliser cette mesure législative ainsi. Pourquoi le ministre a-t-il dit au comité de l'immigration qu'on ne prévoyait pas ces pouvoirs d'annulation masse pour certains pays? Nous n'avons pas de projet à l'heure actuelle ou au moment de la rédaction du projet de loi pour remettre en application ceci. En fait, ces mesures ne visent aucun pays ou individu défini. Est-ce que... Non, ce n'est pas du tout le cas. Alors, comment pourrait-on avoir trompé le comité, induit en erreur? Peut-être que vous auriez évité des questions comme celle que je vous ai posée ici. Excusez-moi, je ne comprends pas votre question. La ministre, lorsqu'elle a comparu, a indiqué que les dispositions ne visaient aucun usage, mais plutôt des circonstances exceptionnelles qui ne se rattachent pas à la nationalité ou un titre de séjour particulier. Alors, j'aimerais savoir pourquoi le Parlement vous donnerait ces pouvoirs sans supervision alors que vous ne pouvez pas répondre à cette simple question. Le mécanisme de surveillance et les pouvoirs de masse reposent ou relèvent du gouverneur en conseil. Dans des circonstances exceptionnelles, par exemple un enjeu de sécurité nationale, une fraude à très grande échelle, pourrait entraîner un prolongement, pas nécessairement une annulation, mais l'IRCC rédigerait un mémoire avec l'aide de collègues du ministère de la Justice qui serait révisé par le gouverneur en conseil et pourrait mener un décret si c'est ce que décide le gouverneur en conseil, passerait par la Gazette du Canada. Il y a des mesures de sauvegarde en place et on pourra vous répondre sur ces dispositions. Merci. En invoquant ou en demandant ces nouveaux pouvoirs, est-ce que la ministre ou le ministère indique implicitement que nous avons laissé filer des fraudes massives? Non, ce n'est pas l'objectif du projet de loi. Il a pour but de renforcer la sécurité aux frontières et de compléter d'autres éléments du projet de loi qui donnent aux forces de l'ordre et autres responsables la possibilité de protéger la sécurité et la souveraineté du Canada. Merci. Monsieur Gill, pour ces questions. Madame McCann, 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Le projet de loi C12 et la partie 1 renforcent les autorités de la SFC pour l'inspection des marchandises et des entrepôts pour renforcer la sécurité publique. Nous pourrons intercepter les marchandises qui posent un risque. J'aimerais donner suite aux commentaires de mon collègue, M. Essassi, en ce qui concerne les voitures et pièces automobiles volées. Comment peut-on assurer ces mesures tout en assurant la continuité des activités commerciales? Ma circonscription est un corridor important et on y retrouve plusieurs centres de logistique. Avec ces pouvoirs accrus d'inspection, comment la SFC prévoit-elle d'éviter les coûts
accru le fardeau additionnel pour les entreprises respectueuses de la loi? Est-ce qu'il y a des plans de coordination avec des parties prenantes locales pour veiller à ce que les activités de mise en application de la loi ne perturbent pas les activités commerciales? Je vais essayer de vous répondre de façon générale. Je ne suis pas expert des activités de la SFC. Je ne gère pas d'équipe opérationnelle, mais il y a beaucoup de coordination sur le terrain entre la direction générale et les responsables de modes de transport particuliers. Non seulement, en fait, on travaille avec le secteur privé, les gardes de triage, les forces de l'ordre pour faire appliquer la loi, mais également, on participe également à la communication de renseignements pour que puissent avoir lieu ces activités de mise en application de la loi. Et vous voulez savoir comment peut-on lutter contre le crime organisé qui passe par le système de transport, dans certains cas, ou par ces réseaux? Comment peut-on éviter qu'ils ne les exploitent? L'article 97 a été modifié de la loi sur les douanes pour donner plus de clarté quant à l'accès de la SFC aux marchandises qui sont exportées. Et ces pouvoirs-là permettront d'intervenir plus rapidement. Les agents pourront agir en amont pour repérer des véhicules volés qui sont chargés sur des trains aux gares de triage avant qu'ils soient expédiés vers un port d'entrée, puis envoyés à l'étranger par voie maritime. Et ces pouvoirs-là seront très importants pour nous. Dans le cadre du plan pour lutter contre le vol de voitures, il y a le plan d'action frontalier canadien, par exemple. D'autres technologies de la SFC nous permettent d'être plus flexibles, agiles, pour procéder par avoir des systèmes de détection à balayage ou des systèmes d'imagerie où on pourra procéder aux inspections plus rapidement, sans perturber la circulation habituelle de marchandises. Et grâce à ces technologies, nous pourrons intervenir là où il le faut et grâce aux dispositions du projet de loi C-12. Merci beaucoup. Quels systèmes internes ou vérifications permettront de assurer que ces pouvoirs sont utilisés à bon escient? Il n'y a pas de mécanisme interne de proposer pour procéder à l'examen d'usage de ces pouvoirs, mais feront l'objet d'audits indépendants qui existent déjà au sein de la SFC, mais on ne propose pas de nouveaux mécanismes et ils seront soumis au système de réduction de compte existant. Les Canadiens veulent une certaine assurance pour savoir que les frontières sont sécuritaires. Et comment le projet de loi C-12 permet-il de renforcer ces objectifs? Les Canadiens craignent un accroissement de la criminalité transnationale et de commerce de fentanyl illicite. Comment ces pouvoirs accrus, qui sont privés par C-12, aideront-ils la SFCS à perturber davantage ces réseaux de criminalité aux frontières? Merci pour la question, Monsieur le Président. En ce qui concerne les pouvoirs d'inspection, j'inviterai M. Hamilton à vous répondre pour les pouvoirs en matière d'immigration. Ces pouvoirs sont conçus pour traiter ou faciliter les processus de demande d'asile, comme l'autre M. Hamilton vous l'a indiqué aujourd'hui plus tôt. Ils ne sont pas conçus pour lutter contre la criminalité transnationale. La LIPR prévoit déjà des mécanismes pour déterminer les cas d'irrecevabilité pour des personnes qui participent à la criminalité transnationale. On ne demande pas de nouveaux pouvoirs pour ces activités. Dans le cadre de C-12, que ce soit pour l'immigration ou la lutte contre la criminalité transnationale. À Cannes. Alors, d'informations, voici des éléments pour les prochaines rencontres. Ce jeudi, le 6, le ministre de la Sécurité publique viendra ici pour 2 heures séparées, une sur le C-8 et une sur le C-12. Après le retour de notre semaine en circonscription, le 18 novembre,
une rencontre de 2 heures sur le C12, le 20, le jeudi suivant, une rencontre sur le projet de loi, le C12. En passant, il faudra soumettre les amendements possibles à ce projet de loi au plus tard le 21 novembre, qui est un vendredi. Le 25 novembre, le mardi suivant, une heure pour terminer les témoignages des témoins, 1 heure sur C12, suivi immédiatement après du travail sur article par article, ce qui nous amène au 27 novembre. Et je rappelle à tous les députés que ce travail doit être complété le 25 novembre. Le 27 novembre, nous allons retourner à l'étude sur la frontière pour une dernière rencontre avec des témoins et nous aurons en même temps un plan de travail à proposer aux analystes, ce qui nous amène à la semaine suivante où nous aurons 2 réunions, au minimum 2 réunions sur la motion des ressortissants étrangers, après quoi nous reprendrons les travaux sur C8. Alors, voyant le temps, j'ajourne la rencontre. You neither need a motion to adjourn consensus, and we don't have that, Chair. I would like to go into committee business. J'ajourne la rencontre.